Bonjour à tous, donc pour cette vidéo, je vais vous faire rapidement la correction de l'activité numéro 1 et je vais vous expliquer ce que j'attends de vous pour l'activité numéro 2. Alors, pour cette activité numéro 1, déjà vous deviez, à partir de la vidéo qui était en anglais, j'espère que vous n'avez pas trop eu de difficultés à la comprendre, euh, m'expliquer quels étaient les trois postulats de la théorie cellulaire. Alors, le premier, c'était que tout organisme vivant est composé d'une ou plusieurs cellules. Il y a par exemple un débat entre la communauté scientifique sur le terme de vivant et notamment sur les virus, puisque vous n'êtes pas sûrement sans le savoir, mais les virus ne sont pas des cellules, contrairement aux bactéries. En effet, les virus, eux, ils sont obligés de détourner la machinerie des cellules pour pouvoir fonctionner. Donc il y a un débat autour de vivant, non vivant pour un virus. Mais sinon, on part du principe en tout cas que toute cellule est, euh, provient d'un être vivant. Et l'inverse, donc que tous les êtres vivants sont composés de cellules. Ça, c'est le premier énoncé de la théorie. Le deuxième énoncé, c'est que la cellule est l'unité de structure et de fonction du vivant. À savoir qu'il y a plein de cellules, et on le verra ensuite avec les différentes découvertes, mais de formes différentes. Par exemple, un neurone, ça ne ressemble pas à un ovule, par exemple. Pourtant, ce sont toutes les deux des cellules. Donc voilà pour ça. Donc malgré la divergence au niveau des formes et au niveau des fonctions aussi, c'est quand même l'unité de structure, c'est-à-dire que tous les êtres vivants ont besoin d'une cellule qui a au minimum en commun un cytoplasme et une membrane, puisque toutes les cellules n'ont pas de noyau. Donc voilà pour ça. Et enfin, troisième postulat qui va être très important, toute cellule provient d'une autre cellule par division cellulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les êtres vivants à la surface de la Terre proviennent de la même cellule. Il n'y a pas eu plusieurs cellules qui sont apparues au cours de la vie. Il n'y a pas eu plusieurs espèces qui sont apparues de manière spontanée, qui ont été créées comme ça. Non, toutes les espèces proviennent de la même cellule. Donc c'est comme si on était une immense grande famille. Mais en tout cas, le postulat, c'est que on est tous apparus à partir de la même cellule, lui a donné d'ailleurs un nom. On l'appelle Lucas, Last Universal Common Ancestor. On va le revoir dans la frise. Donc cette théorie de que toute cellule provient d'une autre cellule, elle a été notamment trouvée, énoncée par Pasteur, puisque avant on pensait que potentiellement les cellules pouvaient apparaître et la vie pouvait apparaître de manière spontanée, hein. Donc elle pouvait apparaître comme ça à partir d'éléments de, de la Terre, mais pas à partir d'un autre élément vivant. Je m'explique par exemple, la théorie de la création de la vie, vous le savez peut-être, c'est notamment celle de la soupe primitive. Donc il y a eu des conditions qui ont permis l'apparition de la vie, hein, donc des conditions particulières qui ont fait qu'à une époque, la vie a pu apparaître. Cette vie, on sait maintenant que c'est sous forme de cellules qu'elle a vu le jour, tout simplement. Et Pasteur, il a permis de réfuter la théorie de la génération spontanée, donc il a permis d'invalider l'hypothèse qui était faite selon laquelle plusieurs cellules, plusieurs formes de vie avaient vu le jour et pouvaient voir le jour à partir de rien, entre guillemets, ou à partir de molécules vivantes, mais en tout cas pas à partir d'autres cellules. Or, première expérience, donc là on suit un peu la démarche argumentative, donc je vois que lorsque l'on chauffe un récipient en forme de S avec un bouillon, je vois que si on attend, il ne se développe pas de micro-organismes. Donc le bouillon n'est pas trouble. En revanche, si on chauffe pareil
le bouillon, donc qu'il est stérilisé, qu'il n'y a pas de micro-organismes, mais que après on le laisse à l'air libre sans ce col là en S, on observe qu'il y a des micro-organismes qui se sont développés. Or, on sait que cette forme particulière de S permet d'emprisonner la poussière et les micro-organismes, donc d'éviter qu'ils rentrent à l'intérieur. On peut donc conclure que s'il n'y a pas présence au préalable de micro-organismes, ceux-ci ne vont pas venir de façon spontanée dans le bouillon. Il faut forcément qu'il y en ait au préalable pour qu'il se développe en fait. Il ne se développe pas à partir de rien, il se développe à partir de micro-organismes qui sont déjà présents. Donc voilà pour cette réfutation de la génération spontanée qui est très importante. Hein. Puisque ça nous a permis, enfin ça a permis surtout à Pasteur, de faire une énorme avancée scientifique au niveau des conditions d'hygiène. On va en reparler après. Donc, première chose, en 1595, Jensen invente le microscope, et après vous allez le voir, Hooke et Leeuwenhoek, eux, ils vont l'utiliser ce microscope, et ils vont même en faire d'autres, de d'autres sortes, pour observer le domaine invisible à l'œil nu. En 1665, Hooke, lui, il découvre vraiment des cellules. C'est lui qui apporte le concept de cellules. Hein. On en avait observé avant, mais c'est lui qui a vraiment repéré des petites loges, ok, qu'il appelle cellules du coup, dans le végétal. Ensuite, Leeuwenhoek, il découvre les animalcules. Alors les animalcules, c'est quoi? C'est à l'époque comme ça qu'on appelait les spermatozoïdes. Donc, il voit qu'il y a une diversité incroyable au niveau des formes de cellules. Et ensuite, Schwann, lui, il va aussi voir que, pareil, il y a des cellules dans les tissus animaux, mais lui, il va faire le lien entre les cellules observées chez les végétaux et les cellules observées chez les animaux, et il va comprendre que cette cellule, malgré la diversité de formes, c'est l'unité des êtres vivants, c'est l'unité structurelle et fonctionnelle des êtres vivants. Donc très important, c'est lui qui nous apporte donc le deuxième énoncé de la théorie cellulaire. Enfin, Pasteur, il réfute la génération spontanée. Ça lui permet quoi à Pasteur de réfuter la génération spontanée? Ça lui permet de comprendre vraiment l'origine, la transmission des micro-organismes. Donc, il va, par exemple, mettre au point les techniques d'hygiène, puisque avant, vous imaginez, on ne savait pas l'importance notamment du lavage des mains, donc potentiellement les médecins, ils trifouillaient un cadavre, et juste après, ils allaient accoucher une femme enceinte. Donc vous imaginez bien qu'au niveau des germes, c'était pas ouf. Donc évidemment, la mortalité infantile à l'époque était très élevée, ce qui expliquait notamment l'espérance de vie qui était très basse. Et donc Pasteur a permis vraiment de reculer cette espérance de vie en comprenant le phénomène des micro-organismes, en donc privilégiant les gestes sanitaires qu'on a actuellement là pour l'épidémie du coronavirus, donc le lavage des mains, mais aussi la stérilisation, etc. Il a vraiment apporté des connaissances très importantes, même s'il est surtout connu pour le vaccin pour la rage, au niveau de la pasteurisation justement, donc la technique à laquelle il a donné son nom, il a été un précurseur. Hein. Ensuite, donc là on était à l'échelle cellulaire, donc des plutôt micromètres, et là on va être à une échelle encore inférieure, puisqu'on va découvrir l'échelle des molécules, donc plutôt nanomètres, environ 10 puissance moins 9, avec Knoll et Ruska qui inventent le microscope électronique. Donc vous êtes habitué au microscope optique, c'est celui qu'on utilise, qui permet de voir des cellules, etc. Et le microscope électronique, il utilise, comme son nom l'indique, des électrons, donc qui sont les particules négatives qui gravitent autour du noyau des atomes constitués de neutrons et de protons.
les protons, à savoir que sont les charges positives, et qui permettront donc de voir le domaine des molécules. Enfin, Willstatter, Fischer, Desonhover et Michel, je prononce peut-être très mal, mais voilà, ce sont les prix Nobel qui ont découvert la molécule de la chlorophylle, chlorophylle qui est la molécule qui permet de réaliser la photosynthèse. Et enfin, en 1996, donc un an après que je sois née, donc c'est assez récent, hein, Forter, lui, il découvre LUCA, donc le Last Universal Common Ancestor, qui est donc, enfin il découvre, non, il invente plutôt ce concept qui dit que nous appartenons tous à un maître ancêtre commun qu'il nomme Lucas, donc Last Universal Common Ancestor. Donc voilà pour un peu l'évolution du concept de cellule, de comment on a pu voir l'infiniment petit. Ça s'est pas fait en un jour. Donc voilà pour ça. Et pour l'activité 2, je vais vous demander de vous pencher un petit peu plus sur justement les échelles du vivant, les microscopes. Donc première chose, vous allez devoir me montrer est-ce qu'on peut observer au microscope ou pas un anticorps. Donc juste pour rappel, les anticorps, c'est les molécules de l'immunité, donc des défenses immunitaires. Comment on fait en gros? Le corps, on a des globules blancs, plein de types de globules blancs. Je ne vais pas vous inonder par les termes parce que je vais vous perdre. Mais on a un type particulier de globules blancs qu'on appelle des lymphocytes B, qui peuvent se transformer en plasmocytes pour créer des anticorps qui vont être spécifiques à un antigène. Les antigènes, c'est quoi? C'est par exemple les protéines qu'on a autour des virus et des bactéries. Ça, c'est un antigène. Donc, par exemple, si on prend l'exemple du coronavirus, il a à sa surface un antigène spécifique qu'on appelle la protéine spike. C'est ces petits espèces de bâtons là que vous voyez sûrement qui sortent du virus à moitié. Et nous, on va essayer de produire, en fait, grâce au vaccin, ces anticorps qui vont venir se fixer aux protéines spike du virus pour le neutraliser, en fait. Puisque plus vous allez avoir d'anticorps dessus, plus il ne va pas pouvoir rentrer à l'intérieur des cellules grâce à justement ces protéines de fixation. Ça va le permettre de le rendre inoffensif. Et en plus, les anticorps vont permettre d'accélérer la phagocytose. C'est quoi la phagocytose? C'est le fait que certains leucocytes, donc globules blancs, qu'on appelle phagocytes, vont manger les bactéries et les virus. Donc, premier rôle des anticorps, c'est ils neutralisent. Deuxième rôle, c'est ils accélèrent le fait que les bactéries et les virus vont être mangés par d'autres globules blancs. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Ensuite, vous allez devoir me calculer pour chacune des photos le grandissement. Donc, c'est pas très compliqué, hein. Il faut juste me mesurer la taille que vous voyez sur l'image. Donc, c'est pour ça que vous devrez peut-être avoir besoin de l'imprimer. C'est peut-être pas très pratique de le faire sur l'ordinateur, à vous de voir. Et vous le divisez par la taille réelle. Et vous obtenez le grandissement. Ensuite, vous allez devoir m'expliquer, à l'aide des documents, pourquoi la microscopie électronique a permis d'améliorer la compréhension du lien entre cellules et molécules. Donc voilà pour ça, prochaine fois on verra la membrane et ce sera la dernière activité de ce chapitre avant de passer au chapitre sur les cristaux. Donc voilà, je vous quitte là et je vous souhaite de très bonnes vacances. Au revoir.